Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi, 3 minutes, on est lundi, on est le 8 janvier. On vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Jean, bon midi. Bon midi Valérie, notre première pour 2018. Ben oui. J'avais hâte que l'émission recommence. Ben moi aussi, je te dirais effectivement, là, les heures du dîner avec nos entrevues et tout ça. Hein, c'est important, donc effectivement, j'ai hâte que ça reprenne et ça reprend ce midi. Et Jean, quand même, tout un alignement là, pour ce midi pour notre émission d'affaires publiques. Oui, on a fini l'année 2017 avec des entrevues avec nos maires, entre autres, Alain Thibault de Port-Cartier et Régent Porlier de Sept-Îles qui nous parlaient déjà des perspectives pour 2018. Là, on va le faire un peu aujourd'hui avec le chef Mike McKenzie. Mais comme tu le sais, vendredi, c'était l'aboutissement de tout le processus là au Palais de justice de Sept-Îles de plainte pour notamment agression sexuelle contre lui, Mike McKenzie. Alors, on va tourner la page sur cette histoire passée qui l'ont forcé à se retirer de plusieurs dossiers politiques au cours de l'année 2017. Le chef de la communauté de Ouachita-Maliotenam, Mike McKenzie, sera avec nous en direct à Côte-Nord Attitude dans quelques minutes vers 12h15. Il y a aussi la CSN qui a une tradition. En début d'année, on annonce toujours ses priorités pour les mois qui s'en viennent. Donc, du côté de la CSN, le président pour la Côte-Nord, le conseil central de la CSN Côte-Nord, c'est Guillaume Tremblay. Il sera avec nous en direct également vers 12h25. Donc, le conseil central là, mènera diverses négociations en 2018 en plus de défendre les intérêts des travailleurs et des citoyens. Cette année électorale, on le sait, hein, il y aura des élections à l'automne au gouvernement du Québec. Ça inquiète d'ailleurs la CSN là, qui préférait que les cadeaux du gouvernement libéral soient sous forme de services, d'injecter davantage de fonds en santé notamment, plutôt que sous forme de réduction d'impôts, comme ça semble s'annoncer. Donc, Guillaume Tremblay, président de la CSN Côte-Nord, sera avec nous vers 12h25. Ensuite, vers 12h40, Valérie, on s'entretient, entre autres, avec le président et chef de direction d'Aluminerie Alouette, Claude Boulanger, qui agissait en décembre comme président d'honneur de cette fameuse opération Nez Rouge. On le sait, à cette île, c'était la toute première édition. Oui, et ça a été un franc succès, Jean, ces soirées d'opération Nez Rouge. Tu sais, nous, on a ouvert la saison en tant que bénévole, en tant que raccompagnateur. Oui, c'était le 1er décembre. Ouais, la gang d'Attraction Radio, et on a beaucoup aimé ça. Puis je pense que c'est ce qui ressort aussi de tous les bénévoles qui ont participé cette année. Ça a été une belle expérience. Puis les gens qui ont usé du service d'opération Nez Rouge aussi. On trouvait ça rapide, on trouvait ça le fun. Il y a quand même un beau montant qui a été remis à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles aussi, plus de 12 000 $. Et en tout cas, bref, ça a été une belle réussite. On pourra faire le bilan avec Cindy Basso de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles et aussi Claude Boulanger qui est le président et chef direction d'Aluminerie Alouette. De retour en 2018, notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Steve Chappado de la Caisse d'économie Desjardins sera avec nous pour nous parler des taux d'intérêt. Ça affecte quand même les grands projets miniers qui sont si bénéfiques pour la Côte-Nord. Le plein emploi au Canada entraîne une hausse des taux d'intérêt. On a les détails avec Steve Chappado à notre chronique La Nouvelle d'intérêt vers 12h50. Mais juste avant cette série d'entrevues, on vous offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Ben d'abord, l'ouverture de la route blanche en Basse-Côte-Nord va se faire graduellement au cours des prochains jours. La circulation est autorisée par le ministère des Transports sur 2 premiers tronçons de ce sentier de motoneige dans les secteurs de Pacoashippi, Saint-Augustin et Blanc-Sablon. Selon la porte-parole de la direction Côte-Nord de Transport Québec, Sarah Gaudreau, les décisions concernant l'ouverture de la route blanche reposent toujours sur des questions de sécurité en fonction de la glace sur les cours d'eau et la couverture de neige. La route blanche permet un certain désenclavement pour les citoyens des communautés isolées de la Basse-Côte-Nord qui peuvent se voisiner plus facilement en motoneige l'hiver. Le ministère des Transports inclut pour une première année les informations sur les conditions de la route blanche sur son site Internet Québec 511.
L'efficacité des brise-glaces inquiète encore les utilisateurs du Saint-Laurent comme voie de navigation. Le Bella des Gagnés a de la difficulté à joindre les ports de desserte maritime en Basse-Côte-Nord et les traversiers sont déjà ralentis par les glaces, notamment à Matane. Après la compagnie Rio Tinto ainsi que les députés Stephen Blaney et Jean Damour, la CSN dénonce à son tour le gouvernement fédéral qui n'a pas renouvelé la flotte de la garde côtière canadienne vieille de 40 ans. Le traversier entre Québec et Lévis a connu quelques ratés, dont un événement qui a failli tourner à la catastrophe, selon le syndicat. La CSN espère que Justin Trudeau confiera au chantier d'Évis le projet de construire de nouveaux brise-glaces. Par ailleurs, la barge Alouette Spirit, chargée de lingots provenant de cette île, est toujours échouée près de Louisville. L'entreprise McGill Marine est responsable de la cargaison qui voyage vers l'État de New York. Le transporteur maritime a étudié diverses options pour renflouer le navire et remettra bientôt un plan à Transport Canada. Les conditions de navigation et de glace étaient très mauvaises lorsque le bateau a échoué le 25 décembre, quelques heures après son départ de cette île. Entouré d'amis et de son épouse, le chef d'Ouachat Macmaliotenam, Mike McKenzie, a exprimé beaucoup de soulagement vendredi après-midi après avoir été reconnu non coupable de toutes les accusations qui pesaient contre lui depuis 2016. Rappelons que le juge Michel Dionne a conclu au palais de justice de Sept-Îles vendredi après-midi qu'il demeurait plusieurs doutes raisonnables à la suite des témoignages différents de la plaignante lors de l'enquête policière du procès et ses commentaires sur Facebook également. Le chef Mike McKenzie précise que le verdict met fin à plusieurs mois difficiles pour lui et sa famille. Il veut tourner la page et s'investir dans les défis du conseil de bande et de la communauté d'Ouachat Macmaliotenam. Il sera avec nous en direct dans quelques minutes, Mike McKenzie, pour une entrevue. Le procureur de la Couronne, Steve Beaupré, dispose d'un mois pour décider s'il ira en appel du verdict de non-culpabilité prononcé vendredi. La CSN Côte-Nord entretient plusieurs inquiétudes pour 2018. Le président Guillaume Tremblay craint que les libéraux priorisent les baisses d'impôts comme cadeaux électoraux plutôt que les investissements dans les services. Le Conseil central de la CSN pour la Côte-Nord doit mener plusieurs négociations en 2018 pour le renouvellement des conventions collectives des ambulanciers et de plusieurs travailleurs du secteur privé. Le syndicat s'inquiète aussi d'une baisse du nombre d'heures travaillées de 60% pour l'industrie de la construction dans notre région. La diminution va se poursuivre avec la fin du chantier Romaine en 2020. Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, se dit préoccupé par l'emploi. Certains secteurs comme la santé vivent une pénurie de main-d'œuvre et des difficultés de recrutement, alors que les travailleurs subissent des pertes dans d'autres secteurs. La CSN Côte-Nord milite aussi pour une réforme de l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers et une hausse du salaire minimum jusqu'à 15 $ de l'heure. Et puis l'équipe de curling du Sétilien Michel Lachance s'est qualifiée samedi pour le championnat provincial des maîtres prévu à Sherbrooke au mois de mars. L'événement qui avait lieu à Sept-Îles l'an dernier regroupe les meilleurs joueurs au Québec de 60 ans et plus. Entre-temps, le club de curling de Sept-Îles se prépare à accueillir pour une deuxième année consécutive un événement d'envergure provinciale. C'est cette fois le championnat provincial senior, soit les meilleurs joueurs de curling de 50 ans et plus qui seront donc en février à Sept-Îles. 16 équipes masculines et 12 équipes féminines rivaliseront en vue d'une participation au championnat canadien. 5 équipes de Sept-Îles sont classées pour ce championnat provincial senior, soit celles de Louise Canuel et Mona Fournier chez les femmes, ainsi que les équipes de Denis Laflamme, Émilien Skelling et Julien Villeneuve chez les hommes. C'est la 3e fois que le club de Sept-Îles reçoit des championnats de curling Québec depuis 2006. On se souvient, en 2006, c'est le championnat provincial là, de toute catégorie, donc les meilleurs joueurs de curling du Québec qui étaient regroupés à Sept-Îles. La compétition avait eu lieu à ce moment-là sur les glaces de l'aréna principale de la ville de Sept-Îles. Selon le président du comité organisateur du championnat provincial senior de curling 2018, Laval Chouinard, la qualité de l'accueil à Sept-Îles explique la participation d'autant d'équipes de partout au Québec. Voilà. Ça complète ce bulletin d'actualité. On fait une petite pause et ensuite, on reçoit le chef d'Ouachat Macmaliotenam, Mike McKenzie.
Attitude. Top 10 anglo. Top 10 franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le Top 10 anglo le samedi dès 16h et le Top 10 franco le dimanche à 16h. Pure FM. 94.1. Combattez l'ostéoporose et l'arthrose grâce à Génacol Os et Articulation. Ce nouveau produit contient du calcium, de la vitamine D3 et du bore, un ingrédient novateur qui optimise l'absorption du calcium pour combattre efficacement l'ostéoporose. De plus, Génacol Os et Articulation soulagera vos douleurs articulaires reliées à l'arthrose grâce à notre collagène aminologue exclusif. Constatez la différence Génacol. Génacol, tu me fais du bien. Sunwing accueille 2018 avec son plus gros solde de l'année. Des économies allant jusqu'à 50% sur d'incroyables hôtels tout compris. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud et découvrez notre service primé. Le décompte vers les meilleures économies de l'année a commencé. Réservez aujourd'hui auprès de votre agent de voyage ou sur les 12 soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures ballades? Never mind, I'll find someone like you. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. À la vie, à la mort, je t'aimerai. De mon cœur et mon âme te chérirai. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, on a avec nous au bout du fil le chef de la communauté de Ouachat Macmaliotenam, Monsieur Mike McKenzie. On le sait, vendredi, le verdict a été livré par le juge Michel Dionne au palais de justice de Sept-Îles. Donc, ça mettait un terme là aux poursuites, à beaucoup de bouleversements, je pense aussi pour la famille de Mike McKenzie. Mais là, on est prêt à tourner la page et à compléter le mandat qu'on a reçu de la communauté au conseil de Banditoum. Mike McKenzie, bonjour. Quoi, bonjour. Mike McKenzie, ça n'a pas été une année facile là en 2017, mais là on peut tourner la page et souhaiter une excellente année 2018, je crois bien. Oui, je suis soulagé. Là. Enfin, cette longue et difficile épreuve est terminée. Je remercie ma femme, mes enfants, pour leur support et leur amour par rapport à cette épreuve. Oui. Ça a été un grand soulagement, on l'a quand même senti le vendredi. Toi, ton épouse qui était là pendant le procès en septembre, là, ça a été dur sur le plan personnel, hein? Ça, on peut le dire, là. Ah oui, évidemment. Il n'y a pas de cachette dans les situations de même. Peu importe une personne, que ce soit un homme public ou peu importe un accusé, regarde, ça fait toujours, c'est très difficile, c'est très douloureux dans les moments, dans les situations où ce que j'ai vécu depuis quand même 2 ans. Oui. On l'a dit aussi vendredi, puis ça s'est dit lors du procès. Ça a été difficile parce que ça a été un débat polarisé qui remonte un petit peu à la campagne électorale aussi, là, qui a un peu divisé votre communauté quand même. Là, on veut construire, créer peut-être des nouveaux sentiments plus positifs chez vous. Ben, je pense en politique, peu importe que ce soit les Autochtones, la société québécoise ou même au niveau de la politique canadienne, il arrive souvent des divisions, que ce soit des partis politiques. Évidemment, au niveau des communautés d'eau, ça arrive aussi des divisions, mais la plupart du temps, en tant que chef, j'ai toujours prôné de travailler ensemble, peu importe avec quelle équipe qui est entrée au pouvoir. Moi, j'ai toujours travaillé, que ce soit l'opposition ou mon équipe à moi, mais aujourd'hui, j'ai toujours eu l'intention de travailler pour le peuple aussi. C'est important quand tu es leader d'une communauté, c'est de prôner aussi
ton leadership pour la population, d'aller chercher des projets, que ce soit éducatif, culturel, en matière territoriale. Tu sais, c'est tellement rendu très gros, les conseils de bande. Là. C'est des gouvernements, là, comme les gouvernements québécois, c'est des gouvernements locaux. On gère tout. Là, on gère l'éducation, on gère les affaires, que ce soit autochtones, les affaires, que ce soit au niveau... beaucoup de dossiers économiques, même le logement, c'est toutes des choses qui sont importantes. Puis la santé, c'est tout. Le conseil là, gère tous ces services-là. C'est important de dire à l'auditoire, là, un conseil de bande, c'est comme c'est un gouvernement inou. Oui. Et là, vraiment, là, toi, ton intention, c'est vraiment de tourner la page. Je sais qu'on peut pas commenter le verdict de vendredi, là, parce qu'il y a des possibilités pour le procureur de la Couronne d'aller en appel. Mais pour toi, il y aura pas d'autres poursuites ou des suivis à ça, là, même si ça laisse peut-être un goût amer. On veut vraiment se tourner vers l'avenir. Ben, j'essaie plus de me consacrer entièrement à mon rôle de chef de la communauté Ouachette-Malutena, de relever les défis qu'on s'est donnés en début de mandat. Moi, c'est plus vers là que je regarde là, sur la plateforme électorale que j'avais envisagé. Tu sais, on a beaucoup de dossiers, là, comme le dossier de la Rivière-Moindie. On envisage d'avoir une table avec le Québec, de régler ce dossier-là qui est quand même là un litige actuellement. C'est un dossier quand même qui est majeur. On a des projets aussi qui sont sur la table, comme le projet éolien aussi, qui est toujours d'actualité. Au niveau aussi de plans de formation, on a eu le centre de formation, on a encore de la continuité à aller chercher des plans de formation pour la communauté, tout ce qui est en matière de besoins, en matière de métier pour la jeunesse. Oui. Justement, le dossier du saumon, il a été très médiatisé en 2017. Là, il y a d'autres gens au conseil de bande qui l'ont pris en charge un peu, là, parce que le chef était pas nécessairement disponible en raison du dossier judiciaire. Un autre dossier important, on va en parler tantôt du saumon pour 2018. Là, ça va être une année de transition, ça va être un dossier très important. Mais la question du logement, Mike, dans votre communauté, ça c'est une vraie priorité là, qui touche beaucoup de gens. Hein. Il y a encore des gens qu'on n'est pas capable de loger actuellement. On développe quand même là du côté de Ouachette dans la baie de Sept-Îles en arrière. Là. Oui, c'est toujours d'actualité, ça, le manque de logement auprès de la communauté Ouachette-Malutena. C'est toujours un manque de logement, près de 300 logements. Là, je pense qu'on continue à aller chercher, que ce soit en matière de subventions, en matière de... Ça prend des fonds, c'est ça, pour construire des nouvelles maisons. On a les terrains, on a tout ce qu'il faut, ça a été cadastré. Ce qui reste, c'est vraiment... Ça prend de l'argent pour bâtir. Oui. Puis en moyenne, on construit entre 15 et 20 logements par année. Fait que on en veut aussi d'autres logements. Là. On voit souvent qu'il y a beaucoup de logements qui sont donnés en territoire CRI ou bien les Inuits. Je pense que c'est important aussi de voir ici le manque de logements qu'on a dans la communauté de Ouachette-Malutena. Puis on a construit nous-mêmes par nos revenus autonomes par rapport à le manque de logements qu'on a depuis quand même des années. C'est une problématique depuis des années. Fait que je ne sais pas quand on va avoir l'opportunité d'atteindre des objectifs de 300 logements, mais j'y crois, moi, au moins d'aller chercher 150 logements, là, pourquoi pas. C'est un défi qu'on se donne ici au conseil de bande de Ouachette-Malutena. Puis j'aimerais aussi souligner, Jean, aux auditeurs, que je suis très content de revenir à mon poste au niveau... j'avais des fonctions plus restreintes par rapport à la justice, fait que je suis très content au niveau personnel aussi de vous parler aujourd'hui. Oui. Et on a eu la commission, là, l'enquête des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, Mike, à Maliotenam. Ça a été bien organisé quand même, ça s'est bien déroulé. Mais à chaque fois, quand on entend des témoignages dans des événements comme ça, là, on se dit, mon Dieu, qu'il y a beaucoup de détresse dans les communautés Innu, là. À Maliotenam, Ouachette, on a eu des exemples, entre autres, concernant la violence conjugale, des gens qui se sont exprimés. Vos services sociaux, Mike, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour répondre à toute cette détresse là? L'année précédente, c'était les suicides chez les jeunes. Là, c'est la situation des femmes qui préoccupe. On a des gros besoins au niveau des services sociaux. Ils doivent être très sollicités. Oui, la santé, quand même, est toujours quand même sous-financée par rapport aux problématiques qu'on a dans les communautés. Je pense que c'est important de continuer à marteler auprès que ce soit les gouvernements, puis même comme gouvernement local, de regarder la situation qui est devant nous. On a aussi le rapport
le rapport qui a été soumis par rapport au suicide. On parlait d'un centre, un centre pour centre de détresse, on pourrait dire, par rapport, parce qu'il n'y a pas autant de services quand je regarde dans l'hôpital de cette île. Oui, on fait rentrer du monde intoxiqué, mais la suite, il n'y a pas aucun suivi par rapport aux patients quand ils rentrent à l'hôpital. Je pense que ça prend un centre pour accueillir ces gens-là pour les guider ou les aider aux détresses qu'ils vivent dans les communautés. Donc, malheureusement, c'est encore sous-financé. Il y a beaucoup de travail de représentation politique à faire auprès du gouvernement fédéral, entre autres. Le dossier du saumon, Mike, en 2018, on va travailler une table Québec-Itum pour la question de la gestion des fosses à saumon de la rivière Moisy? Oui, ça, c'est une partie aussi qu'on envisage avec le Québec de régler ce dossier-là, le litige avec le saumon. Puis, en général, aussi, quand on en regarde avec le Québec actuellement, tu sais, c'est pas si encadré que ça au niveau de territorialité quand on parle au niveau de plan d'aménagement. C'est important qu'on ait aussi des zones de protection là au niveau territorial. On a une revendication territoriale globale, mais il faut quand même, on parle souvent du plan Nord, mais les génocides prônent aussi la protection, non seulement le développement. Il faut quand même qu'il y ait un équilibre par rapport au niveau territorial. Ça, c'est un défi qu'on se donne ici au Conseil de banque. Puis je pense que le plan Nord est quand même situé quasiment 80-90% dans le territoire de Ouachette-Mamaïtenam. Oui. Je sais que tu as fait une pause en 2017 là, quand on a inauguré. Tu es revenu un peu à la politique malgré le dossier juridique, parce que c'est un dossier qui te tenait beaucoup à cœur quand on a ouvert le Centre régional d'éducation des adultes, là, l'ancien club Égalité qu'on a transformé sur le boulevard des Montagnais à Ouachette. Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe dans ce centre-là? Ça répond aux attentes? Ça démarre quand même assez rapidement. Il y a une bonne clientèle pour de la formation professionnelle. Oui, je suis très satisfait. J'étais même pas encore chef, Jean, quand j'ai travaillé ce dossier-là. J'étais conseiller en matière d'éducation. Déjà, on travaillait le dossier il y a à peu près 9 ans. Des fois, un gros projet de main, ça prend du temps à avoir un projet. Fait que c'est un projet qui me tenait à cœur par rapport où j'avais analysé au niveau d'un taux de décrochage qui était assez élevé dans la communauté de Ouachette-Mamaïtenam. Puis en général aussi, les communautés régionales comme Equantit, Mathieu-Mécouche. Souvent, nos jeunes allaient finir leur secondaire, les jeunes adultes, à Québec. Fait que, pourquoi pas au niveau, à cette île, c'est une plaque tournante. Au niveau régional, on a beaucoup de services régionaux. C'était toujours quand même un centre de formation régional en matière aux adultes. Ça a été la préoccupation pour moi personnellement comme conseiller dans le temps. Fait qu'aujourd'hui, on est très content d'avoir du monde qui reviennent à l'école. Il y a des filles qui reviennent à l'école. Il y a des jeunes qui sont pris en main pour aller chercher, que ce soit un DES, puis pourquoi pas un DEP. Oui. C'est des choses qu'il faut donner l'espoir à ces jeunes-là dans les communautés. Fait qu'on est très satisfait de la clientèle. À chaque année, je pense encore cette année, en janvier, il y a eu un taux de demande très élevé. Fait qu'on peut pas tout accueillir les demandes. Fait que c'est une demande qui était vraiment une demande pour d'autres communautés, puis pour Ouachette-Mamaïtenam aussi, évidemment. Oui, on a déjà amélioré beaucoup de choses dans les 3 écoles qu'on gère, là, les écoles primaires et secondaires du Conseil de Banditum. En bout de ligne, tout ça, c'est que les Inuits soient de plus en plus qualifiés là pour se rendre sur le marché du travail. C'est ça qu'on vise avec tout ça. Puis on est sur la bonne voie, c'est ça que tu as l'impression? Oui, moi je pense au niveau de rapports qu'on a ici en matière d'éducation, on a beaucoup de finissants chaque année. Nous, à Ouachette-Mamaïtenam, ça continue chaque année. On a dans n'importe quel domaine aujourd'hui, je pense qu'on a dans tout corps de métier, je pense qu'on est beaucoup de jeunes. Oui. Puis on voit de plus en plus d'Inuits dans les études supérieures aussi, notamment au pavillon Alouette. Là, il y a une bonne centaine d'Inuits qui font des études universitaires actuellement à Ouachette-Sept-Îles. Mike, en terminant, les prochaines élections, est-ce que c'est 2018 ou 2019 dans ta communauté? Là, on va avoir beaucoup de politique encore à venir dans la prochaine année, hein? Ben, la prochaine élection est pour 2019. 2019. Mai-juin 2019, fait que c'est la prochaine élection. On finit la 2e année en avril, fait que il va rester un an de mandat. C'est pour ça que les élus, on va se réunir pour voir un plan d'action sur un an. Qu'est-ce qu'on veut atteindre pour finir le mandat? Puis il y a aussi l'option aussi qui me préoccupe par rapport à la ville de Sept-Îles. Je pense qu'on a fait déjà des rapprochements avec le maire Paulin, puis on va continuer, je pense,
à travailler ensemble avec le maire Poilievre ainsi que ses conseillers, nos conseillers respectifs. Je pense qu'il y a un mariage à faire entre les conseillers aussi et non seulement les maires. Oui, il y a Yves Roch, en se présentant là dans le secteur des plages, qui a lancé le débat quand même là d'avoir davantage de liens, peut-être un comité conjoint entre la ville et Itum. Le chef n'a pas d'opposition à ça, si je comprends bien. Non, j'ai jamais eu d'opposition. J'ai toujours cherché à travailler ensemble, hein, que ce soit avec la ville de Sept-Îles. Je pense que faut se doter aussi de défis par rapport à diversifier l'économie. Hein. Il n'y a pas juste les mines. Faut regarder d'autres choses. Là, on a regardé. Je pense qu'il faut améliorer au niveau touristique, au niveau d'autres projets qui sont envisageables de travailler ensemble avec la municipalité. Je regarde juste comme exemple la route 138. Je suis parti de Bécomo. Moi, mon fils joue à Bécomo avec les Nord-Côtiers. Ça, c'est une partie aussi qu'on devrait regarder peut-être ensemble avec la municipalité, de travailler ensemble. La route 138 est tellement mauvaise entre Sept-Îles et Bécomo. Ça, c'est un dossier quand même qu'on pourrait travailler avec les municipalités puis les d'autres maires avec qui qu'on pourrait travailler ce dossier-là. Ça, c'est un dossier parmi tant d'autres, mais il faut le travailler, la route 138 aussi. Ouais, ben c'est à suivre. Mike McKenzie, un gros merci de nous avoir accordé cette entrevue en direct là et bonne année 2018 à toi et à tout ton conseil finalement. Oui, bonne année à vous aussi, aux gens de Sept-Îles, puis au conseil de ville, puis les conseillers, puis une bonne année 2018 à Yamé. Au plaisir, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Il y a des choses qui réconfortent, comme se retrouver avec un bon ami, relaxer près d'un bon feu de foyer et savourer un sandwich de style artisanal au fromage fondu. Et chez Tim Hortons, vous pouvez faire les trois. Le nouveau sandwich de style artisanal au fromage fondu de Tim est là pour vous réconforter. Du bon fromage fondu dans un sandwich de style artisanal grillé avec une couche de fromage râpé fondu sur le dessus. Essayez-le avec de délicieuses tranches de bacon fumé au hickory dans les restaurants Tim Hortons participants. Pourquoi moi? Il n'y en a pas dans la famille. Puis comment je vais leur dire ça? Tu te souviens le test que j'ai passé? Ben, c'est le cancer. Mais non, pas comme ça. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou www.cancer.ca. Société canadienne du cancer. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, il y a une tradition à la CSN, Valérie, une tradition qui fait qu'en début d'année, on a toujours un point de presse pour parler des négociations qui s'en viennent, des dossiers importants dans les prochains mois. Il y a le président national de la CSN au Québec là qui a fait une conférence de presse, je pense jeudi ou vendredi. Et sur la Côte-Nord, ben le président du Conseil central Côte-Nord en a fait autant. Il est avec nous. Guillaume Tremblay, bonjour. Bonjour à vous. Bon début d'année. C'est une petite tradition comme ça en début d'année. Là, on regarde les perspectives de ce qui s'en vient. Ici sur la Côte-Nord, il y a quand même plusieurs négos qui s'en viennent. Hein? C'est même diversifié vos dossiers de travail là. Ben comme on est une centrale syndicale puis qu'on représente des travailleurs ou des syndicats qui viennent de différents secteurs d'activité. Ben effectivement, là, c'est toujours très varié nos négociations qu'on retrouve avec nos syndicats. En fait, là, on parle d'environ 16 syndicats qui vont devoir renouveler leur convention collective en 2018. Je vous dirais que ça touche environ 2200 membres, près de 40% de notre membership. Puis la raison pourquoi ça touche un aussi grand nombre de travailleuses et de travailleurs, c'est parce que dans le réseau de la santé et des services sociaux, ben, il faut négocier les 26 matières locales. Nous, on représente les travailleuses et les travailleurs de la catégorie 2, de la catégorie 3, qui sont environ 1700 membres. Là. Ça fait que c'est pour ça qu'on retrouve un si grand nombre de personnes qui vont être touchées ou en fait qu'on va devoir renouveler leur convention collective en 2018 pour la négociation des 26 matières locales. Ouais, il y a des groupes, il y a des petits syndicats à la CSN comme dans les autres grandes centrales. Là, les négociations, ça va des ambulanciers aux employés de l'entrepôt de Provigo à Sept-Îles. On peut rappeler que vous avez quand même des équipes de spécialistes pour négocier avec des employeurs privés ou publics. Là, il y a deux bureaux, un bureau de Sept-Îles, on se partage ça comme ça. C'est ça, c'est en plein ça. C'est les conseillers syndicaux qui travaillent sur ces questions-là, qui sont, comme vous le dites, spécialisés là avec leurs syndicats respectifs.
Puis on a des conseillers à la mobilisation également qui travaillent avec des collaboratrices pour appuyer ces conseillers syndicaux-là à la négociation de leurs syndicats là, respectifs. Mais on va travailler sur d'autres enjeux également parce qu'on a toujours une vocation qui est très politique, là. Donc, nous, là, ça va être une année qui va être passablement chargée en 2018, notamment sur le plan des relations de travail, comme on vient d'en parler. Mais on va parler aussi beaucoup d'enjeux d'emploi puis de développement économique au niveau de la région. Puis, il y a également, je vous dirais, là, ce qu'on va appeler quelque chose qui va être assez important pour nous cette année. C'est la campagne électorale au niveau provincial qu'on va avoir là avec une élection au mois d'octobre en 2018. Oui, là-dessus, votre grosse crainte, c'est que les cadeaux de Noël, les cadeaux d'année électorale soient plutôt des baisses d'impôts que d'injecter de l'argent, notamment en santé et en éducation, là. Ben en fait, quand on regarde là, on vient de passer la période des fêtes, mais quand on écoutait le gouvernement actuel, la période des cadeaux avait commencé un petit peu avant, je vous dirais, puis elle va probablement se poursuivre là tout au long de l'année jusqu'au mois d'octobre. On a déjà commencé à annoncer des petites baisses d'impôts pour les familles aussi, puis les familles où il y a des jeunes qui vont aller à l'école, il va peut-être avoir aussi des petites baisses d'impôts. Nous, on est en plein dans le modèle, je vous dirais, dans le modèle libéral, là, puis il y a d'autres partis qui s'en inspirent de ce modèle-là. Nous, ce qu'on dit, c'est que plutôt d'accumuler des sommes importantes qui s'en vont dans le fond des générations, ce qu'on dit, c'est qu'avec les impôts qu'on vous paye, donnez-nous des services, assurer des services de santé adéquats à la population et en éducation, occupez-vous des enfants qui sont là actuellement, plutôt d'accumuler ça dans un fonds des générations qui éventuellement là va servir à qui puis pourquoi. Si on n'est pas en train de s'occuper de la génération actuelle, parce que les coupures qu'on a vécues dans leurs 2 premières années de mandat, là, ça va avoir autant en santé qu'en éducation, mais dans d'autres ministères aussi, ça va avoir des impacts à très long terme aussi qu'on n'est pas capable de calculer aujourd'hui, là. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que occupons-nous de la génération actuelle, puis les impôts, ça, à quoi ça sert nos impôts, c'est de donner des services à la population. Je pense pas que ça va être avec un 100$ que quelques personnes vont avoir, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont pouvoir bénéficier de ces baisses d'impôts-là, mais je pense pas que ça va être avec les quelques 100$ que quelques personnes vont avoir qui va faire en sorte que mais les services qu'on va avoir en moins, par contre, eux vont beaucoup avoir plus d'impact pour bien du monde. Fait que moi, je pense qu'il faut regarder cette question-là là, quand on parle de baisse d'impôts. La CSN a fait plusieurs sorties concernant la dégradation de notre réseau de la santé, si je puis le dire ainsi, là, en 2017, notamment Optilab. On est parti en guerre contre le projet du ministre Barrette d'Optilab. Là, tu me disais tantôt, il y a une négociation avec le CIS Côte-Nord, donc on va pas négocier des salaires, mais on va négocier plein de choses importantes, là. Je voyais un article dans le Journal de Québec ce matin, là, une infirmière de l'Abitibi qui quitte parce qu'elle est tannée de faire des 16 heures. Ici aussi, les conditions de travail, votre monde commence à être tanné un peu, hein? Ben tout à fait. Je vous dirais que c'est la négociation qui va avoir lieu, ça touche le quotidien des travailleuses et des travailleurs qui œuvrent dans le réseau de la santé. Notamment, ça touche les horaires de travail, le temps supplémentaire, l'endroit aussi où est ton port d'attache, si on veut, là, parce que peut-être que maintenant qu'on forme un seul CIS, ils vont vouloir, mettons, rapatrier des ports d'attache où ils vont dire à des travailleuses, à des travailleurs, maintenant ton lieu de travail, c'est pas le pavillon Gustave Gauvreau, c'est un ensemble de pavillons, donc tu dois te déplacer pour aller à ton travail. Fait que ça, là, la liste de rappels aussi va être autour de ces questions-là. Fait que ça touche le quotidien des travailleuses et des travailleurs, et c'est pour ça que on va mettre beaucoup d'énergie et d'efforts autour de cette question-là, parce que c'est connecté directement aux services qu'on va donner à la population. Puis vous en parlez là, des exemples comme cette travailleuse-là, on en a à tous les jours, on les entend nos membres dire à quel point on est essoufflé. Puis toutes les compressions qu'on a subies dans le réseau de la santé au cours des 2 dernières années qui vont se poursuivre. Cette année, le CIS, il y a plusieurs millions là de dollars qui doit couper dans son budget. Fait que ça, c'est pas terminé. Mais toutes ces compressions-là font en sorte que le ministre Barrette se promène un peu partout puis il dit non, on coupera pas d'un service, il n'y a pas de danger, les services seront pas affectés par ces coupures-là. Sauf que c'est les travailleuses et les travailleurs du réseau qui en subissent les contre-coups pour qu'ils
soient capables de garder une même qualité de service, ben faut qu'ils mettent les bouchées doubles. Le fameux faire plus avec moins, là, ben, à un moment donné, ça a un impact ça, sur les travailleuses et les travailleurs du réseau. Ouais. En terminant, Guillaume, les gens à l'emploi du pénitencier, là, du PEN de Port-Cartier, c'est des membres de la CSN, ça aussi? Oui, tout à fait. C'est des membres de la CSN, oui. Il y a des gens qui travaillent là, écoute, qui me disaient que c'est vraiment l'enfer, là, le système de paye Phoenix. Là, il y a du monde à Port-Cartier qui sont dans l'embarras, mais d'une façon excessive à cause que les payes rentrent pas, que tout est compliqué. Du côté syndical, on peut juste dénoncer sa place publique, c'est tout ce qu'on peut faire. Ben, on dénonce ça en place publique. Puis écoutez, c'est un véritable gâchis, ça, le système de paye Phoenix. D'ailleurs, il y a d'autres. Il y a toutes sortes d'organisations qui demandent des enquêtes publiques autour de cette question-là, parce qu'en plus d'être un gâchis, ça va coûter une fortune à tous les contribuables canadiens. Donc, nous, on travaille avec le syndicat, mais eux sont surtout au niveau national, je vous dirais, ce syndicat-là qui est à Port-Cartier. C'est un syndicat qui est coast to coast là, au Canada, là, c'est-à-dire de l'Atlantique au Pacifique, et ils font des revendications de par leur syndicat national pour qu'on puisse améliorer cette problématique-là. Là. Ouais, c'est sûr que sur le terrain, hein, les gens le vivent durement quand même. Moi, j'ai parlé avec des gens en fin de semaine, là, c'est l'enfer, ce dossier-là. On sait jamais ce qui s'en vient. Quand vous travaillez puis vous avez toutes sortes d'erreurs sur votre paye puis que vous n'avez pas finalement la bonne paye, je pense que n'importe quel de vos auditrices et de vos auditeurs vous dirait la même chose. Là, notre paye, on en a besoin. Ben oui. Que quand évidemment c'est pas conforme à ce qu'on devrait avoir, ben ça cause toutes sortes de problèmes. Là. Beaucoup de pain sur la planche donc pour la CSN en 2018. On aura certainement l'occasion de s'en parler. Guillaume Tremblay, président de la CSN Côte-Nord, un gros merci pour ta disponibilité. Merci à vous. Bonne journée. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre-Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Salut Paul, comment s'annonce la nouvelle année chez vous en 2018? Salut Valérie, on peut dire que ça commence fort. Nous avons fini 2017 en feu et nous revenons à la charge avec l'événement Nouvelle année, nouveau volant de GM. Ben ça représente quoi comme bonne nouvelle ça? On débute l'année avec des offres en location à tout casser sur tous nos GM 2018. Nous ajoutons un crédit de 1500 $ sur nos offres déjà alléchantes. Cela permet des économies pour atteindre 3 750 sur des 2018, en plus de taux de location déjà réduits. Mais si moi, j'aimerais acheter mon véhicule au lieu de le louer? Il n'y a aucun problème. Les 2018 profitent déjà de taux de financement plus qu'intéressants. On parle de taux débutant même à 0 %. Hey, y a pas à dire, vous commencez en Lyon. Absolument. Que ce soit de la Spark au plus gros des camions, en passant par la Cruze, l'Equinox et tous les autres, vous trouverez chez Pascal Automobile le véhicule qui comblera vos besoins et ce, au meilleur prix. Ben, avec tout ce choix-là, Paul, je pense que le mieux, c'est de passer vous voir. Ben, je vous invite à venir rencontrer Maxime, Jean-François ou Michael et vous pourrez choisir ensemble le GM qui vous convient le mieux. Et vous profiterez de l'événement Nouvelle année, nouveau volant de GM. C'est une bonne idée, ça. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Ben, on vous y attend et bonne année à tous vos auditeurs. Vous êtes à la recherche de personnel? Saviez-vous que vous pouviez annoncer vos offres d'emploi ici, sur les ondes de votre station Attraction Radio? Une façon efficace et ultra rapide de rejoindre les gens directement dans leur quotidien. En plus, nous offrons un tarif spécial aux entreprises de la région pour les aider dans leur démarche de recherche de personnel. Pour information, contactez l'un de nos représentants au 94.1 Pure FM au 88 962 38 38. Attitude. Eh bien, Valérie, on va surtout parler de cette première édition d'Opération Nez Rouge, qui a été un tel... On est habitué, hein, il y a des mots qu'on associe automatiquement dans notre tête. Mais Nez Rouge, on n'était pas habitué. On était habitué de parler de Fée des Étoiles pendant des années et des années. Moi, j'ai été associé sur le conseil d'administration de Fée des Étoiles. Mais là, on a Nez Rouge, la vraie Opération Nez Rouge, et on l'a très, très bien fait pour la première édition, notamment grâce à Cindy Bazot, qui est avec nous en studio. Cindy qui travaille pour la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles, mais aussi grâce à des partenaires importants comme Aluminerie Alouette et l'implication personnelle du président et chef de direction Claude Boulanger, qui était en fait le président d'honneur de cette première édition d'Opération Nez Rouge. Bonjour, Monsieur Boulanger. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. Cindy, bonjour aussi. Bonjour. Non, Cindy qui est en studio. Et Monsieur Boulanger qui est à l'Aluminerie à Pointe-Noire et qui nous parle par téléphone. Donc, Monsieur Boulanger, à l'Aluminerie, là, on peut peut-être en parler. 2018, ça s'annonce une bonne année également. Chez vous, le monde ne prenne pas de congé, hein? Ça roule 24 heures sur 24, même dans le temps des fêtes.
Une aluminerie de base, ça fonctionne toujours parce que ce qu'on veut pas, c'est que ça arrête effectivement. Donc, on a des gens ici qui travaillent 7 jours semaine, 24 sur 24 pour assurer les opérations. Je pense qu'on peut y aller avec Opération Nez Rouge. Cindy, bon, c'était la première année officielle à cette île. Est-ce que le succès, parce que là, on le dit, là, ça a été un succès vraiment, est-ce que c'est au-delà des attentes que vous aviez? En fait, on s'était pas fixé d'objectif. Donc, nos attentes, c'était seulement... Oui, c'est ça. On voulait offrir le service. Je pense qu'on a réussi. On a répondu à 711 appels. Donc, on a raccompagné 711 personnes. On a offert 11 soirées. Je pense que ça s'est fait dans le plaisir, dans la bonne humeur, puis de façon plutôt efficace. Donc, écoute, c'est au-delà des attentes que j'avais pas tant, dans le fond. Je pense que c'est ça qui ressort aussi beaucoup, le plaisir qu'ont eu les bénévoles à raccompagner les gens. Je pense que ça, là, on l'a suivi tout au long de l'Opération Nez Rouge. Nous, on a participé la première soirée aussi. Puis déjà, l'ambiance était super bonne. Hein? Je pense que c'est ça qui ressort beaucoup. Oui, en fait, ça, c'était mon objectif personnel. Pour moi, c'était l'expérience. On voulait offrir le service, mais surtout, j'avais espoir que ça devienne une tradition pour notre belle ville de cette île, que les organismes, les entreprises et les gens mettent ça à l'horaire pour leur temps des fêtes à chaque année, de nous offrir une ou des soirées de bénévolat pour faire du raccompagnement. Puis grâce à plusieurs partenaires aussi, on avait une super centrale qui offrait plusieurs services là pour le divertissement, pour la nourriture, pour l'espace en masse. Oui, c'est ça. Donc je pense que poigné des petits locales. Non, parce que vous l'avez fait vous étiez avec nous la première soirée. Je pense que tout ça fait en sorte que finalement l'objectif de faire de cette campagne-là quelque chose qui reste dans l'esprit puis qui va se répéter d'année en année, je pense que ça... En tout cas, vous pourrez me le dire, vous l'avez fait. Allez-vous être avec nous autres l'année prochaine? Oui. Ah oui, sûrement. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir, effectivement. Non seulement c'est le plaisir, c'est les dons, tout ça qui ressortent, mais je pense aussi que Monsieur Boulanger, qui était le président d'honneur, insiste beaucoup là-dessus. Le bilan routier qui a probablement été amélioré, on le saura jamais, mais a probablement été amélioré grâce à Opération Nez Rouge, hein, Monsieur Boulanger? Absolument. En fait, c'est vraiment une bonne valeur parce que je pense que la société, encore une fois, évolue au cours des 20 dernières années. Et puis d'avoir une opération Nez Rouge à cette île, dans notre région, puis probablement sauver des blessures, même des vies, je trouve ça super. Honnêtement, là, c'est vraiment une valeur qui vient me chercher. Ouais. Et Cindy, toi aussi probablement que tu es d'accord avec ça. C'est un des objectifs principaux d'Opération Nez Rouge, de faire en sorte que tout le monde est en sécurité. Absolument. C'est d'améliorer le bilan routier. Puis je pense que les gens ont fait appel à nous plus d'une fois pour certains. Donc tranquillement, on va ancrer ça dans la tête des gens. Puis si on poursuit d'année en année, en fait, on va poursuivre d'année en année. J'espère que le réflexe sera de nous appeler à ce moment-là. Monsieur Boulanger, est-ce qu'on peut dire que pour un président d'honneur, c'était facile d'organiser Nez Rouge avec des personnes dévouées là, comme Maxime Lelièvre qui a été là jusqu'à 5-6 heures du matin, Cindy Bazot qui a largement débordé de ses heures là, à la fondation de l'hôpital Sept-Îles. Quand il y a du monde dévoué, ça facilite les choses, hein? C'est sûr. En fait, on avait une hyper super équipe. Là. Il y a quand même eu 262 bénévoles qui ont travaillé autour de ça. Qui ont eu du fun autour de ça. C'était vraiment, en fait, c'était super bien organisé, beaucoup de bénévoles. Puis moi, on a fait une soirée alouette là, pour laquelle j'ai moi-même là raccompagné des gens. Ça a été vraiment le fun, ça a passé vite. On a commencé à 9h30 réellement, ça a commencé, puis on a arrêté à 4h10. Fait que, puis ça a passé là vraiment le fun avec voir tous les gens qui se font raccompagner. C'est vraiment une super cause pour laquelle c'était vraiment le fun de s'associer avec une super équipe. Puis à un moment donné, il y a une soirée, je me souviens plus de la date, là. On avait eu des problèmes de téléphone, là, puis les gens de la centrale ont appelé dans les bars, dire faut changer de numéro de téléphone, puis ça a été un succès. En fait, c'est vraiment un beau succès pour Opération Nez Rouge et pour la ville de Sept-Îles, évidemment. Puis je pense que ça part de là aussi, de l'équipe qui a fait en sorte que ça roule rapidement aussi, parce que ça, c'est un des commentaires qu'on avait quand les gens appelaient pour Opération Nez Rouge. Ça prenait pas tant de temps que ça que ils étaient déjà prêts à être raccompagnés. Puis ça, dès la première soirée. Puis si ça avait pas été ça, probablement que ça aurait peut-être moins bien marché.
Je suis entièrement d'accord. En fait, on a misé, on avait un super comité organisateur, on s'était préparé, on s'était fait une soirée de général, si on peut dire, la veille du lancement. Donc, grâce à ce comité organisateur-là, puis il y a des bénévoles qui étaient, ma foi, impliqués du début à la fin. Je pense qu'on a réussi, c'est ça, à mettre la barre haute, je pense, pour l'année prochaine. Puis, on est bien fiers de ça, en fait. Faut parler aussi de l'argent que ça aura rapporté à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles parce que c'est un service qui est gratuit, Opération Nez Rouge. Mais bien sûr, les gens peuvent faire des dons. Les gens ont été généreux, on s'en rend compte. C'est 12 095 $ qui s'ajoutent. Ça s'en va pour la campagne de financement à la vague, si je me trompe pas. Exactement. Donc, ce montant-là, c'est seulement le montant qui est amassé par les dons directement dans les voitures, en fait, là, durant la campagne. C'est sûr qu'il va s'ajouter à ça des apports financiers, des contributions financières de certains partenaires. Donc, on pourra vous dire le bilan final prochainement. Mais 12 000 $ en dons pour 11 soirées. Si on fait le décompte, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, on s'est pas fixé d'attente. Puis il faut rappeler que c'est un service gratuit, puis on le fait pour redonner à notre tour un service à la population. Mais j'en profite pour dire merci. Merci aux gens qui ont pris le service. Merci aux gens qui ont donné. Puis merci aux bénévoles aussi. Après être reposée comme ça, je suis quasiment émue d'être à la radio ce midi pour constater avec vous comment je pense que l'opération Nez Rouge s'est déroulée de façon extra positive. Quel bilan positif. Le seul problème, on dit, ça prend tout le temps une question de l'avocat du diable. Là, mais le seul problème avec Nez Rouge, c'est qu'on crée un besoin à quelque part. On aurait voulu que ça continue après le 23 décembre. On voudrait que ça existe à l'année, un service comme ça, finalement. C'est sûr. Écoutez, on s'est lancé le défi pour la première année de faire 11 soirées. Je vous dirais que rendu au 23 décembre, humblement, je crois pas qu'on aurait été en mesure de continuer encore et encore parce que c'était beaucoup d'énergie. Maintenant, comment ça se passera les prochaines années? Quelles dates seront effectives? Ce sera à délibérer, si on veut. Mais il y a toute la prévention, hein, le message, là, le message de prévention, puis qu'on conduit pas en état d'ébriété, il passe aussi là en même temps en organisant ça. Hein. Je pense aussi. Donc, si ça peut changer, si c'est pas déjà fait, la mentalité de certains gens qui pourraient penser utiliser sa voiture en état d'ébriété, on aura déjà gagné quelque chose. Donc, ce sera de retour cette année en 2018. Déjà, vous pouvez penser, vous dire, je serai probablement bénévole, j'aimerais ça. Monsieur Boulanger, je pense à l'entendre. Je pense que c'est un mandat de 2 ans, ça, le président d'honneur. Hein? Ça a été signé pour 2 ans, ça? Ça, c'est toujours à discuter, ça. Mais sinon, je pense qu'à vous entendre, vous allez peut-être vous impliquer quand même, revenir peut-être en tant que bénévole. Ça a quand même été une belle expérience. Absolument. Puis je pense qu'Alouette va avoir une équipe de bénévoles en 2018, c'est bien clair, là. Et voilà. Donc, vous voyez, 2 organisations qui se sont impliquées ce midi, qui ont pu témoigner de tout ce plaisir qu'on a eu. Donc, Opération Nez Rouge. La Fondation, c'est renouvelable, votre mandat, hein? On va être là l'an prochain, quoi. On a une entente avec Nez Rouge, là. On peut dire ça. On sera là. Donc, Opération Nez Rouge, je pense qu'on peut dire mission accomplie pour cette première édition. Cindy Basso de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, merci beaucoup. Merci à vous autres. Monsieur Claude Boulanger, qui est président d'Aluminerie Alouette, président et chef direction même d'Aluminerie Alouette, merci beaucoup également d'avoir été avec nous ce midi. Ça fait plaisir. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Du lundi au vendredi à 9h40 et 15h15, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une chronique consacrée aux organismes à but non lucratif. Au service de la communauté depuis plus de 25 ans, Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par les gens de chez nous. En bref, chez nous, à 9h40 et 15h15, présenté par Aluminerie Alouette. Excusez-moi, tout le monde, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis lesbienne. Parce que c'est pas toujours aussi facile. Gay écoute. 1-888-505-1010. 1-888-505-1010. Ou gayécoute.org. Parler, ça fait du bien. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu.
Et oui, on va continuer cette chronique en 2018, la nouvelle d'intérêt. C'est toujours des nouvelles économiques bien d'actualité qu'on vous propose avec Steve Chappado. Bonjour. Bonjour Jean. Steve, on va être effectivement très d'actualité en ce début d'année 2018. On parle des taux directeurs, des taux d'intérêt. C'est quand même quelque chose qui affecte pas seulement les individus, là, nos budgets personnels et familiaux, mais même les grands projets miniers. Hein. À un moment donné, le taux d'intérêt, ça joue là, dans la faisabilité d'un projet. Exactement, parce que faut calculer justement de la façon que les entreprises réfléchissent leurs projets. C'est toujours en fonction de retombées à long terme. Donc, la principale donnée qui est utilisée par les entreprises, c'est ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. On investit des montants en date d'aujourd'hui, donc on débourse des montants en date d'aujourd'hui en espérant recevoir des revenus futurs. Lorsqu'on parle d'un projet minier, comme par exemple, ces revenus futurs-là peuvent s'étaler jusqu'à 20, 25 ou 30 ans. Donc, à ce moment-là, l'augmentation de taux d'intérêt vient influencer la valeur de l'argent dans le futur. Ouais. Autrement dit, si on voit une augmentation des taux d'intérêt, donc on voit une augmentation aussi des taux d'inflation, ce qui fait en sorte que l'argent qu'on peut espérer avoir dans 20 ans ou 25 ans, perd de la valeur. Okay. Donc, c'est pour ça que la notion, on a souvent tendance à s'inspirer notamment du prix du fer, de l'aluminium pour réfléchir à des projets d'expansion. Mais il faut aussi le réfléchir en termes de coût de l'argent. Oui, c'est ça. Si on prend l'exemple d'un projet comme Champion là, qui va démarrer en 2018, on peut présumer, d'ailleurs on en a parlé quelques fois à cette chronique, que tout le montage financier a été fait en 2017. Est-ce qu'ils ont eu des meilleurs taux d'intérêt que s'ils feraient affaire avec les banques là aujourd'hui? Finalement, c'est ça. Parce que le marché financier, notamment, la grande référence du prix de l'argent, c'est les obligations canadiennes qui sont considérées sans risque. Et on voit notamment depuis un mois l'augmentation des taux d'obligations d'à peu près 30 points de base, 0,30, seulement dans l'espace d'un mois. Donc, puis là actuellement, avec les nouvelles qu'on vient de recevoir, notamment au niveau du marché de l'emploi, où ce qu'on est pratiquement au plein emploi au niveau canadien et surtout québécois. Au Québec, on est rendu à 4,9% de... Ça influence vraiment les taux d'intérêt, là. Donc, le marché de l'emploi, le plein emploi, ce qu'on vit actuellement, la pénurie dans certains secteurs même. Effectivement, parce qu'on parle de données fondamentales. Le marché de l'emploi, c'est une des données fondamentales. Le taux de chômage, qui est en bas de 5% au Québec, 5,7% au Canada. Ça fait davantage d'argent en circulation, hein, parce qu'on voit déjà, il y a preuve à l'appui qu'il y a une croissance au niveau des salaires. L'augmentation des prix des ressources. Jean, depuis nos dernières chroniques avant les fêtes, les prix des ressources ont augmenté de 10%. Aujourd'hui, l'aluminium se transige à peu près 2200 $ la tonne, comparativement à 2000. Et le prix du fer à 62% est maintenant à 78 $ la tonne, comparé à 70%. Oui, puis il était en hausse constante en 2017. On voit que c'est un phénomène complexe, l'économie quand même, hein, des choses qui influencent d'autres. Puis les gouvernements aussi, il y a des politiques fiscales, notamment quand on annonce justement des baisses d'impôts ou certains crédits d'impôt au niveau fédéral, mais ça fait davantage d'argent en circulation, ce qui fait en sorte que ça met une pression à la hausse sur les prix. Mm-hmm. Est-ce que c'est facile à prévoir les taux d'intérêt, là? On les voit un an d'avance ou ça peut changer? Déjà, il y a des indices précurseurs parce qu'on voit date d'aujourd'hui, le dollar canadien, on parlait déjà il y a 3 semaines d'à peu près un dollar qui est à 78 cents. On regarde en date de vendredi, le dollar flirte avec les 81 cents, donc il y a une augmentation de 3 cents. Ça, pourquoi? C'est que les gens anticipent des hausses de taux d'intérêt, mais qui ont tendance à acheter de l'argent canadien pour pouvoir recevoir plus d'intérêt pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, la demande en dollars canadiens augmente. Et aussi, ça se reflète notamment au niveau des taux obligataires que je vous parlais tantôt. Donc, on a 2 grands indices, l'augmentation des taux obligataires et la hausse du dollar canadien. C'est sûr que c'est deux grands indices qui font en sorte que les taux vont certainement augmenter au cours même au niveau des prochaines semaines. Et ça a un impact sur bien des choses. Entre autres, tu parles de la hausse du dollar canadien. On sait qu'on a beaucoup de compagnies ici, beaucoup d'emplois qui dépendent des exportations. On pense au fer, à l'aluminerie. Ça s'en va à l'extérieur du Canada, ça. Donc, le taux de change, là, il est encore favorable quand même, à 81. Effectivement. Puis d'ailleurs, dans une étude que nos économistes viennent de sortir, justement, il y a à peu près 30 minutes, ils demandent même à la Banque du Canada, là, justement, en conclusion, de hausser les taux d'intérêt dès janvier, dès la semaine prochaine, le 17 janvier. Une hausse de 1/4 de point, d'y aller progressivement. Et même,
il y a des anticipations de 2 autres hausses au cours de l'année 2018. Donc, on pourrait se retrouver en début d'année prochaine avec un 3/4 de point à 1% de plus de taux d'intérêt qu'aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que certains projets d'infrastructure d'importance, on parle de projets miniers ou projets d'expansion, mais on pense que les taux d'intérêt peuvent constituer une donnée qui peut faire influencer. Finalement, on va décider d'investir tout de suite, non pas en raison du prix de la matière première, mais en raison du coût de l'argent qui, dans 1 an ou 2 ans, peut coûter beaucoup plus cher. Et quand tu dis on demande à la Banque du Canada de s'ajuster, là, c'est le mouvement Desjardins, qui est quand même très gros, qui fait des études économiques, qui vient juste de publier ce matin, là, le 8 janvier, une nouvelle économique dans un bulletin là sur le Canada, une hausse du taux directeur dès janvier. En conclusion, Steve, est-ce que c'est inquiétant pour une économie comme la Côte-Nord, ce qu'on voit là, ce qui se passe avec les taux d'intérêt, la hausse du dollar canadien, est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour nos emplois, notamment dans le domaine des mines et métaux? Donc, je pense qu'il faut être rassuré de ça parce que l'économie va bien. Donc, les demandes pour les matières premières vont aller à s'accroissant. D'ailleurs, les prix de 10% depuis un mois fait foi justement de la vigueur de l'économie, pas juste au Québec, au Canada, mais également au niveau mondial. Mais c'est d'y aller progressivement. Je pense que ce qu'on nos économistes préconisent, c'est d'y aller avec une hausse progressive, d'y aller un quart de point à la fois, au lieu d'attendre, puis finalement de devoir augmenter de façon subite les taux d'intérêt, parce que dans l'économie, vraiment, là, ce qui menace les acteurs économiques, c'est l'incertitude. Hein? Dans l'économie, ça vient davantage avec la confiance. Et si on est prévisible, puis qu'on annonce nos cartes, mais le marché va s'adapter et les entreprises vont s'adapter également. Ouais, parce qu'on peut penser que c'est pas Champion ou la réouverture de la mine du lac Bloom, ça c'est confirmé, tout est dans l'engrenage, ça se fait, on va salir enfin le quai multi-usagé à Pointe-Noire à quelque part en fin février ou en mars, mais il y en a plein d'autres projets comme Alderon, éventuellement Mine-Arnaud qui pourrait refaire surface si le prix de l'apatite augmente aussi. Donc pour tous ces projets-là, le contexte sera différent, c'est ce qu'il faut comprendre. Ben exactement, c'est que les marchés financiers vont s'adapter à cette augmentation de l'économie-là, et ça peut faire en sorte justement que certains projets peuvent peut-être être annoncés plus rapidement qu'on pense. Ben très intéressant à suivre. Ces nouvelles toutes récentes, là, nouvelles économiques de Desjardins, c'est disponible sur Internet, ça, ou il y a juste toi qui reçois ça? Ça vient d'être publié sur desjardins.com, études économiques, et vous allez avoir directement accès aux nouvelles. Ben très intéressant. Un gros merci, Steve Chapadeau, pour cette chronique. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Ben voilà, Jean, la glace est cassée pour 2018, cette première édition de Côte-Nord Attitude qui est déjà derrière nous. Bien sûr, demain, on va se redonner rendez-vous. Oui. C'est Tommy qui sera avec toi. Pour moi, ça sera encore une première en co-animation avec Tommy. Exactement. Et est-ce qu'on a déjà une petite idée Ben, on va recevoir entre autres Dale Walker du Centre intégré de santé et services sociaux. Il va venir nous expliquer tout le processus qu'on appelle Plan Tree. On est en train de revoir les valeurs au sein du réseau de la santé. On a fait un gros sondage. Il y a 900 personnes qui ont participé. Il va venir nous expliquer ça, Dale Walker du 6 Côte-Nord. C'est aussi demain la conférence de presse de Ciné7. On dévoile la programmation. Hey, j'ai hâte. Ben, moi aussi, j'ai bien hâte de savoir ça. Au moins 32 bons films qui s'en viennent à cette salle. Oui, effectivement. Donc, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. On vous souhaite un bon après-midi. Bye bye.